On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du journal d'un passager et je vais continuer à vous parler de mes conditions, ce qu'on pourrait appeler les conditions initiales pour une résilience. Donc je vous avais dit la dernière fois que je vous parlerai un peu de la maladie dont je souffre. Alors, c'est une maladie qui appartient à la grande famille des maladies auto-immunes. Alors, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque à l'organisme, hein, et en particulier, donc dans mon cas, donc j'ai ce qu'on appelle une CEP. Alors, pour les non-initiés, CEP, c'est l'acronyme de sclérose en plaques. Donc, j'ai été diagnostiqué en février 2011 d'une sclérose en plaques. Alors, donc il existe plusieurs types de sclérose en plaques, mais moi j'ai une forme, ce qu'on appelle secondairement progressive. Donc aujourd'hui, donc cette maladie a été stabilisée par une série de traitements depuis quelques années maintenant, ce qui m'a permis donc de reprendre une activité. Alors, je voulais donc aujourd'hui vous parler de cette maladie auto-immune et vous la décrire un peu pour que vous sachiez de là où je pars pour le projet de journal. Donc la dernière fois, je vous ai dit que ça avait mis un terme à, entre guillemets, ma carrière hein, d'enseignement, mes projets d'enseignant en cinéma, mes projets de réalisateur de films. Et donc il a fallu faire mon deuil. Alors je reviens un petit peu historiquement, j'ai pris des notes encore une fois pour vous expliquer d'où vient et qui a découvert cette maladie. Donc c'est un nom connu, hein, parce que vous avez certainement entendu parler de la maladie de Charcot. Donc c'est ce neurologue, Charcot. Alors j'ai noté son prénom, Jean-Martin Charcot, donc, qui est né en 1825 et qui est décédé en 1893. Et donc en 1868, il va être donc le premier à décrire ce qu'on appelle donc la sclérose en plaques. En particulier, il va être amené à réfléchir sur cette maladie en observant sa domestique en fait. Sa domestique qui manifestait un certain nombre de signes cliniques liés à cette maladie. Et l'année suivante, donc en 1869, eh bien, il va là aussi donc décrire ce qu'on appelle l'ALS, qui est une maladie extrêmement grave, hein, mortifère. L'ALS, c'est-à-dire, alors j'ai noté pour ne pas me tromper, la sclérose latérale amyotropique, et qu'on appelle aujourd'hui couramment, on entend maladie de Charcot. Donc je suppose que vous savez de quoi il retourne. Donc je vous explique rapidement la différence entre la sclérose en plaques et la maladie de Charcot. Alors la sclérose en plaques, donc maladie auto-immune, le système immunitaire, les lymphocytes, les globules blancs s'attaquent en fait aux organes, et en particulier dans la sclérose en plaques, donc ils s'attaquent aux neurones et aux axones, donc qui font les liens entre les neurones, donc ils détruisent en fait, alors, je ne vais pas être trop technique, hein, ils détruisent ce qu'on appelle la gaine de myéline. Alors une image très simple, c'est penser au fil électrique. Donc l'influx électrique circule à l'intérieur d'un fil, et ce fil est entouré d'une gaine isolante protectrice. Eh bien, cette image correspond parfaitement à l'image du transport d'électricité dans les neurones pour les humains. Et la sclérose en plaques s'attaque donc à cette gaine qui est faite en myéline, et donc elle détruit en partie cette gaine,
Et du coup, ça a des conséquences importantes puisque ça va couper ou limiter l'influx nerveux. Du coup, ça provoque beaucoup de manifestations, et en particulier la plus visible, peut-être la plus courante, c'est on voit des gens qui ont la sclérose en plaques en fauteuil roulant. Alors, bon, quand j'ai été diagnostiqué, je ne connaissais rien de la sclérose en plaques. J'avais juste entendu le nom et j'ai cherché à me renseigner. Erreur, parce que je suis allé sur des sites, par exemple les Paralysés de France, et où donc les témoignages de gens qui avaient cette maladie, la sclérose en plaques, étaient vraiment déprimants. Déprimants. Et c'est une maladie qui provoque entre autres, dans beaucoup de cas, des dépressions. Et ça s'explique par un tas de choses. Alors je vous mettrai également eh bien des captures d'écran que je suis allé récupérer sur Wikipédia et qui vous décrivent un peu ses conséquences professionnelles. Et bon, allez voir si vous êtes intéressé. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs dans votre entourage des gens qui sont atteints de cette maladie. Donc moi, au tout début, je vais voir ces sites et ça donne envie d'en finir, quoi. Quand vous avez des témoignages de gens en fauteuil qui vous disent qu'ils ne peuvent plus marcher 10 mètres, bon, ça va, vous avez compris, votre vie est foutue, quoi. Et alors, je tiens à préciser, contrairement à l'ALS, à la sclérose, je vais reprendre le nom parce que j'oublie, la sclérose latérale amyotrophique, pardon, contrairement à cette maladie qui, elle, est mortelle, qui tue en fait les gens qui en sont atteints entre 3 et 5 ans. Bon, après, il y a différentes évolutions possibles dans cette maladie. Il y a des évolutions plus lentes. Et alors je pense en particulier à quelqu'un comme Stephen Hawking, donc le physicien, qui était atteint de la maladie de Charcot, mais qui est décédé lui aussi il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a quelques années. Il est décédé, je crois qu'il avait plus de 70 ans. 72 ou 73, et il a vécu avec cette maladie donc pendant de nombreuses années. Il a pu écrire, il a pu décrire ses théories de l'univers. Et voilà, donc, mais dans la plupart des cas, quand on diagnostique cette maladie, eh bien l'espérance de vie pour les malades est entre 3 et 5 ans. Et la moitié en fait des gens qui ont l'ALS, 50% d'entre eux meurent au bout de 3 ans. Alors je vous explique, j'ai dit que je vous parlerai de la différence. Donc l'ALS, la sclérose latérale amyotrophique, s'attaque donc aux muscles en fait. Les nerfs, le système, le système périphérique, donc celui, non pas le système nerveux central qui est constitué du cerveau et de la moelle épinière, donc, mais le système périphérique est atteint, et donc peu à peu, donc il y a affaiblissement musculaire et diminution donc des capacités musculaires, et ça touche pas simplement les membres, mais tout. Et en particulier les muscles qui fonctionnent inconsciemment, comme par exemple pour respirer. Donc ces muscles sont les muscles donc pulmonaires sont touchés, et évidemment quand ils ne fonctionnent plus, quand ils sont totalement amoindris, réduits à incapables en fait de se contracter et pour respirer, évidemment le malade meurt de suffocation. Ah, c'est terrible, hein. La sclérose en plaques, c'est différent. La sclérose en plaques, elle, s'attaque
au système nerveux central. Donc le système nerveux central, je le disais juste avant, c'est le cerveau et la moelle épinière. Bon, au début aussi, on incluait dedans le nerf optique, parce que la sclérose en plaques touche également le nerf optique et provoque également donc un tas de manifestations, par exemple le rétrécissement du champ de vision, enfin voilà. Donc la sclérose en plaques, qui est donc une maladie du système auto-immune du système nerveux central, eh bien elle aussi va se manifester sous plusieurs formes. Et donc, alors ça c'est intéressant à savoir. La sclérose en plaques, quand moi j'ai été diagnostiqué, nous étions 75 000, 80 000 cas en France. Aujourd'hui, donc aujourd'hui où l'on voit une explosion des maladies neurologiques, aujourd'hui il y a 120 000 cas de sclérose en plaques en France. Donc ça a augmenté de 50%, hein. Donc j'ai été diagnostiqué en 2011, nous sommes en 2025, et donc en 14 ans, ça a augmenté de 50%. Oui, ça tient. Voilà. Oui. Excusez-moi. Je ne peux pas lui fermer la porte, sinon elle va hurler à la porte, donc je la laisse grimper. Et elle est tout le temps là, je vous l'ai déjà dit. Elle est tout le temps là, quoi. Et de temps en temps, elle passe, quoi. Eh bien, elle dit pas bonjour, hein. Je vais lui apprendre à dire bonjour, hein. Je reviens parce que je voudrais pas dépasser 12 minutes. Donc, je vous raconte ça parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je cherche à m'apitoyer sur mon sort. Mais j'essaye de vous donner, comme depuis 2 épisodes, donc il y a celui-là, là, maintenant, celui d'avant et même le précédent, donc 3 épisodes, et il y en aura encore un, de vous donner un peu les fondements, la base, le socle, en fait, sur lequel je vais m'appuyer pour repartir dans la vie. Alors ça a eu énormément de conséquences, bon, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, et d'abord des conséquences professionnelles, hein, puisque professionnellement, donc, bien, je me suis retrouvé, aujourd'hui j'ai un poste adapté, je travaille maintenant pour le Centre national d'éducation à distance, c'est-à-dire le CNED, que vous connaissez aussi peut-être, et parce que je ne peux plus, par exemple, me tenir debout dans une classe, et comme font les professeurs, quoi, et bouger, c'est plus possible, et puis c'est extrêmement fatigant, donc je dois rester, je peux tenir debout quelques minutes, ou alors il faut que je marche tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des cannes. Donc j'ai également donc, des problèmes de locomotion, hein, vous l'aurez compris. Et depuis maintenant quelques années, je dois, parce que j'ai aussi des problèmes d'équilibre, donc je dois me déplacer avec une canne. Et au tout début, avant de connaître la maladie, je m'étais dit, voilà, j'en ai encore pour 5 ans, avant de me retrouver, collé dans un fauteuil roulant à vie. Et franchement, les perspectives ouais, ne me paraissait pas très très encourageante. Il s'est passé un tas de choses, mais ça fait partie du socle. Il a fallu que j'apprenne à vivre à connaître cette maladie, et que j'apprenne à vivre avec elle, sachant que c'est une maladie incurable, dont les causes sont multifactorielles, et que ça se manifeste de manière extrêmement différente en fonction des personnes. Alors ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie qui peut avoir un terrain génétique, mais on pense plutôt à un déclencheur viral, en fait. Hein. Bon, je n'entre pas trop dans ces détails, mais voilà, donc cette maladie, une fois qu'on se l'est chopée, c'est à vie. Et bon, là aussi, je vais vous donner une petite anecdote.
eh bien peut-être que cette maladie sera ou aura été ou sera le grand amour de ma vie, parce que en fait le jour du diagnostic, c'était le 14 février 2011, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Alors c'est ironique, c'est presque risible, mais voilà, j'avais rendez-vous ce jour-là avec le neurologue. J'habitais Toulouse encore, et il m'a annoncé ça le 14 février 2011. Et voilà, donc il a fallu faire avec. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Alors, d'entre vous euh, a, a parlé de résilience. Résilience, oui, c'est exactement ça, puisque apprendre à vivre avec cette maladie, ça veut dire, eh bien, ne pas, pour moi en tout cas, ça voulait dire ça, ne pas renoncer à tout ce que j'avais entrepris. Et en particulier, c'est un peu de là que part le basculement vers aujourd'hui, vers l'écriture. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas développer maintenant. Voilà, alors dernière chose sur cette maladie, hein, vous avez plein d'informations, plein d'associations, plein d'informations si vous voulez en savoir plus sur que ce soit le professeur Charcot ou que ce soit la sclérose en plaques ou la LS, la sclérose latérale amyotrophique. Donc il suffit de taper ces mots-là sur internet, vous aurez tout ce qu'il faut. Et oui, dernière chose que je voulais dire avant de vous laisser pour aujourd'hui, c'est que cette maladie touche essentiellement des personnes jeunes. Alors, il y a un petit pourcentage, c'est très rare pour les enfants de moins de 10 ans, ça n'arrive jamais en fait, en gros. Donc il n'y a que 10% des cas de sclérose en plaques qui sont des adolescents entre 10 ans et 20 ans, quoi. Et la plupart, donc 70, même 80% des cas, sont entre 20 et 40 ans. Alors j'ai été moi diagnostiqué plus tard, mais ça sera l'objet du prochain journal, et aussi le dernier consacré à ce socle, hein, que j'essaye de vous définir. Voilà, ce qu'on appelle dans les courses hippiques le handicap, et qu'on appelle aussi le handicap pour ce genre de maladie, puisque ça provoque des handicaps. Sachez également, et je m'arrêterai là, que moi je fais même partie des 5% après 45 ans, quoi. Donc je l'ai eu très tardivement finalement, mais c'est pour ça peut-être que je n'ai pas eu la forme la plus courante, qui est ce qu'on appelle la forme rémitante, avec des poussées et des rémissions et des nouvelles poussées. Et on estime qu'il faut à peu près 15 à 20 ans avant d'arriver à une forme progressive secondaire quand on est diagnostiqué jeune. Donc 80% des gens ont entre 20 et 45 ans. Donc c'est une maladie, alors elle est terrible parce qu'elle touche des gens jeunes qui sont au moment de la vie où on a plein de projets. Moi, en quelque sorte, oui, ça a été dur, mais j'avais effectué une grande partie de mon parcours. Et ce qui a été dur, ça a été d'admettre que voilà, ça mettait un point final à ce parcours. Mais pour les gens qui sont plus jeunes, ils doivent renoncer à énormément de choses et essayer essayer de commencer une nouvelle vie avec une compagne qui, elle, est sans pitié, quoi. Et vous l'avez vu la dernière fois, hein, si vous avez regardé, j'avais du mal parce que justement, j'étais fatigué. Et le fait d'être un peu fatigué, tout de suite, ça réactive un certain nombre de symptômes propres à cette maladie.
mais c'est pas le cas aujourd'hui, ça va à peu près, ça va mieux. Et voilà, donc alors je vois que ben, ça va bientôt faire 20 minutes, je ne sais pas, il faudrait que j'écrive tout ou que je me procure un prompteur avec tout le texte pour ne pas excéder 15 minutes, mais c'est pas grave, hein, voilà, donc cette maladie a été vraiment déterminante dans mon parcours de vie. Et la dernière chose dont je vais vous parler, là, dans le prochain numéro, ce sera un troisième élément, qui est un quatrième élément même, qui est, et là je vous présenterai un livre, qui est, alors je ne dirais pas la vieillesse, mais l'âge, parce que vous l'aurez compris, hein, je suis quand même assez âgé, et donc je m'autorise à vous en parler la prochaine fois parce que j'ai entamé donc des recherches statistiques sur YouTube Studio et nous ne sommes pas nombreux, mais l'immense majorité d'entre vous est dans une tranche d'âge entre 35 et 55 ans. Donc ça, voilà, ça, il y a une sorte de synchronie. Bon, il y a quelques pourcentages de personnes plus âgées, mais mais il n'y a quasiment pas hein, d'adolescents, tout ça. Donc, ce qui est un peu normal, hein, ce que je comprends. Alors voilà, la prochaine fois, je vous parlerai aussi donc de vieillesse, de vieillissement plutôt, et ça me permettra d'enclencher sur mes projets d'écriture et de vous commencer à vous parler de ça. Vous inquiétez pas, je ne serai pas toujours aussi sombre, mais c'est un fait. Alors voilà le livre, donc c'est un livre de Vincent Ravalec qui s'intitule Mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. Voilà, je pense que vous le voyez bien là. Donc je parlerai de ce livre qui est très intéressant. Alors Vincent Ravalec, eh bien en fait il a mon âge. Il est né quelques mois avant moi, nous sommes tous les deux nés en 1962, donc faites le calcul, hein, c'est facile. Et voilà, il a mon âge et il a un parcours lui aussi de réalisateur indépendant et auteur, puisqu'il a écrit aussi pas mal, et je l'ai connu à ses tout débuts, donc quand il a écrit, alors ça s'appelait en 1994 ou 15 ou 16, 17, je verrai en détail, quand il a écrit Cantique de la racaille, qu'il a ensuite adapté au cinéma. Bon, je m'arrête là, ça y est, nous sommes à plus de 20 minutes, même 23 minutes, donc je vous dis au revoir, et comme d'habitude, je vous dis commentez. Dites-moi si vous connaissez, par exemple, dans votre entourage, des gens qui ont la sclérose en plaques. Là aussi, ça m'intéresse aussi de savoir. Ou si vous connaissez la maladie. Et je repose ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible. Et c'est toujours ça que fait cette maladie. Paf, c'est le cerveau. Donc voilà. Commentez. Dites-moi si vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont cette maladie. Likez bien sûr. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez la petite cloche des notifications, activez-la. Et enfin, alors je ne sais plus ce qu'il y a, hein, je vous ai dit que je préférais le dire plutôt que de mettre l'affichage automatique. Allez, parce que voilà.